Voilà, super. Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un cadre de nouveau magnifique. C'est ici un petit village à côté de chez moi. Je suis sur une colline où je viens de temps en temps ici méditer par exemple, et il y a une vue magnifique sur les villages environnants, les vallées. Et c'est un beau cadre pour faire cette vidéo qui me tient très à cœur, qui va rejoindre un peu le cœur du message que j'essaie de faire passer maintenant depuis plusieurs années sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais parler des lanceurs d'alerte, je vais parler de ce stress qui est généré à un niveau individuel et collectif par rapport à la gestion de cette pandémie, de ce qui va arriver dans les semaines et les mois qui viennent, quand on anticipe. Et puis, je voudrais vous parler du défi qui s'offre à nous en tant qu'individu et au niveau collectif, un défi de l'esprit pour ne pas sombrer dans ce mode survie. J'appelle ça le mode survie. C'est un état de stress permanent où on ne comprend pas ce qui se passe et on a peur et puis on est méfiant et puis on est prêt à prendre n'importe quelle solution pour essayer d'apaiser ça. En fait, je fais des analogies avec ce que je vois dans l'accompagnement individuel que je fais en cabinet. Je suis thérapeute. Avec ce qui se passe au niveau collectif. Vous savez, dans l'accompagnement individuel, en thérapie, je vois des gens qui manquent de confiance en eux. C'est normal et puis on travaille là-dessus. Mais on voit parfois par manque de confiance, eh bien, on va tomber en dépression, on va être anxieux en permanence, on va prendre n'importe quelle solution, n'importe quelle drogue ou antidépresseur et aller encore plus mal. Et je vois un peu ça aussi aujourd'hui où on est prêt à prendre un vaccin dont on dit qu'il pourrait être aussi très dangereux. Puis si on étudie les vaccins, on se rend compte que c'est pas forcément le meilleur pour la santé, mais encore une fois ça se discute et on va en parler dans la vidéo justement. Mais je vois qu'en fait on a un peu démissionné, quand on est dans cet état de survie, on démissionne de notre pensée, on démissionne de notre esprit critique. C'est une abdication de notre libre arbitre quelque part. On dit voilà, le gouvernement va me sauver, ou le psychiatre va me sauver, ou le vaccin va me sauver. Et puis surtout, on est tellement stressé qu'en fait, on peut rentrer en conflit avec d'autres personnes, on peut avoir une pensée binaire où on ne réfléchit plus très loin, on va plus très loin et on choisit une solution de facilité parce que c'est tellement compliqué à comprendre. Alors on choisit une solution de facilité et puis on va se mettre en opposition, quitte à être agressif envers ceux qui ne pensent pas comme nous. Et c'est un peu ce que je vois au niveau collectif. Et je le vois bien sûr au niveau individuel, quand on a des troubles émotionnels, on devient agressif, on devient anxieux, on tombe en dépression, on devient irritable. Et donc on le retrouve au niveau collectif. Et je trouve que le grand défi avec cette crise dont on traverse, cette pandémie, puis toute cette crise économique qui va arriver, et puis on ne sait pas encore ce qui se prépare, il y aura sans doute encore d'autres crises, c'est un défi pour notre esprit. Ce défi pour notre esprit était déjà là avant, mais là maintenant il émerge de manière visible et éclatante. Nous sommes obligés en fait, et c'est quoi le défi? C'est que nous allons être obligés, si on ne veut pas rester dans cet état de stress et être quelque part esclave de lobbies industriels, pharmaceutiques, peu importe, eh bien on va être obligé de devoir penser la complexité et de devoir penser l'incertitude. Quand je dis penser la complexité, penser l'incertitude, ça veut dire pouvoir gérer la complexité, mentalement, intellectuellement parlant, et pouvoir gérer l'incertitude, être à l'aise avec ces notions. Et malheureusement, on n'apprend pas ça du tout à l'école. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on est condamné à être stressé, donc malade, plus vite malade, plus fragile mentalement, fragile au niveau de notre santé. Et un peuple qui est stressé, on peut lui faire des guerres, on peut lui faire des guerres, du stress dans la population qui fait que les gens ils ont l'esprit détourné avec des querelles qui sont vraiment pas les vrais problèmes en fait. C'est le phénomène des boucs émissaires. Alors, je voudrais parler de cette capacité que nous devons avoir, qui va devenir de plus en plus indispensable dans le monde qui vient, parce qu'on est dans un monde, cette crise est un peu en train de montrer un nouveau monde qui émerge, même si on ne le veut pas, c'est en train de s'émerger. On est de plus en plus nombreux sur Terre, de plus en plus interconnectés, et donc il y a des crises qui vont devenir de plus en plus complexes. Je voudrais vous parler de la complexité. Et la complexité, c'est un sujet avec lequel on n'est pas à l'aise, on n'a pas appris ça à l'école forcément. À l'école, on apprend des choses assez linéaires, assez simples, et 2 plus 2, ça fera toujours 4, et on n'est pas trop dans la gestion de la complexité. À part peut-être dans certaines études universitaires, mais je ne les connais pas, mais la complexité, c'est finalement simple à expliquer en quelque sorte, paradoxalement, c'est que quand vous voyez un problème, que ce soit un sujet, je sais pas, prenons l'exemple de la pandémie, eh bien il y a plusieurs façons de voir ce problème, plusieurs niveaux de compréhension, à la fois des niveaux dans le temps et dans l'espace, et plusieurs angles de vue dans chaque niveau.
Hein, c'est comme si je prends un cylindre, si je le regarde de face, je vois un cercle, mais si je regarde sur le côté, je vois un rectangle. En fait, qui c'est qui a raison? Eh bien, les deux ont raison, vous voyez, c'est juste deux façons différentes de voir un même objet. Mais si on prend un problème aussi complexe que ce virus, la pandémie, eh bien, il y a énormément de façons, il y a énormément de points de vue pour voir ce problème. Et la clé pour gérer la complexité, c'est de comprendre ça et de comprendre que quand quelqu'un s'exprime, il s'exprime à un certain point de vue, qui n'est pas forcément, qui peut même être à l'opposé du ressenti qu'on a dans un autre point de vue. Au niveau des points de vue, c'est différents niveaux. Par exemple, au niveau du temps, vous avez, et au niveau de l'espace, par exemple, prenons le niveau de l'espace, vous pouvez voir le problème de la pandémie et du virus, si on prend cet exemple, puisqu'on est en plein dedans, à un niveau, au niveau de l'espace, c'est moi, dans mon corps. Voilà ce que je vis avec ça. Si je suis malade ou pas malade, voilà ce que je vis. Après, vous pouvez aussi voir dans votre famille ou là où vous travaillez. Moi, je travaille dans un service d'urgence, on va dire. Eh bien, moi, ma réalité, c'est ça. C'est des gens qui arrivent tout le temps, c'est le stress, c'est des malades partout. Maintenant, je peux aussi voir ça d'un point de vue beaucoup plus lointain, au niveau planétaire ou au niveau national. Imaginons au niveau planétaire, je regarde ça au niveau des statistiques, par exemple, et je vois que la plupart des gens, ils ont 99,99% de chances de ne pas l'avoir. Et ce virus n'est pas du tout dangereux, sauf pour une certaine partie de la population très, très limitée qui est à risque, des personnes qui ont plus de 80 ans et qui ont plusieurs maladies. Alors quand on voit ça vu de très haut ainsi, tel que je viens de l'exprimer, ça va. Mais quand on est dans ce service d'urgence, là c'est très stressant et on dit mais attends, il ne vit pas du tout dans la réalité celui-là. Et les autres vont dire mais ils sont en train de s'affoler, c'est pas du tout, la réalité montre qu'en fait c'est rien. Alors vous voyez, est-ce qu'il y en a un qui a raison plus qu'un autre? C'est juste deux visions différentes. Alors quand je dis c'est rien, évidemment c'est quelque chose, mais rien par rapport à d'autres horreurs qui se passent sur Terre. Les gens qui meurent de faim, il y en a 15 000 par jour, c'est autre chose. Hein. Il y a des gens qui meurent du cancer, la pollution, il y a tellement de choses. Alors si on commence à faire des statistiques, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est moins grave. Mais ça c'est au niveau de l'espace, mais vous avez également au niveau du temps, on peut voir l'origine de ce virus depuis quelques mois, et donc ça va donner une certaine vision, mais on peut voir aussi ce virus au niveau de l'histoire de l'humanité et des autres pandémies par exemple, et comparer, par exemple si on compare ce qui s'est passé avec la grippe espagnole, ce qu'on appelle la grippe espagnole, et ce virus, quand vous faites ces comparaisons, tout d'un coup ça vous semble pas très grave. Donc ça dépend en fait de quel point de vue on se place pour analyser la situation, et ça permet d'avoir des ressentis qui sont différents selon les points de vue. Et la complexité, c'est de pouvoir justement avoir ce tableau d'ensemble, de toujours se dire mais il s'exprime à quel niveau. Et en plus, c'est pas simple, c'est pas fini, c'est que non seulement il y a des niveaux différents, mais il y a des angles de vue en plus. Parce que à chaque niveau, dans l'espace-temps, quel que soit l'espace-temps, que ce soit très rapproché ou très éloigné, où on parle du temps présent ou de l'ensemble de l'histoire humaine, à chaque niveau, à chaque point de vue, dans l'espace-temps, il va y avoir différents angles de vue. On peut le voir au niveau de la maladie. La maladie, comment la maladie se déclare dans le corps, et ça peut être très stressant, mais on peut aussi le voir au niveau de la santé. On peut voir par exemple, étudier comment le système immunitaire est très très fort et étudier le fait qu'il y a des gens qui ne sentent même pas que ce virus ne leur a rien fait, ils n'ont même pas remarqué qu'ils l'avaient, et étudier le système immunitaire et se réjouir et être très enthousiaste en disant en fait ça va, c'est vraiment pas dangereux, et voir que les enfants ça se passe bien. On peut aussi voir ce problème du virus à un autre niveau, on peut le voir au niveau économique. Et là, on peut de nouveau être catastrophé, par exemple. On peut se dire, mais c'est horrible, il y a des gens qui vont se suicider, il y a des gens qui perdent leur travail. En tant qu'indépendant, je vois bien à quel point ça peut être difficile. Surtout pour ceux qui n'ont pas la chance, moi j'ai cette chance de pouvoir travailler en ligne sur Internet. Il y a des gens qui sont, leur commerce s'écroule. Donc on le voit d'un point de vue économique, c'est tragique. Maintenant, si on le voit d'un point de vue écologique, on peut se dire, mais c'est génial cette crise, il n'y a plus de pollution, il n'y a plus d'avions, la nature est beaucoup plus en paix, c'est un repos pour tout le monde, on en revient à quelque chose de plus, on peut plus se connecter, on est dans le slow, une attitude où on vit plus lentement. Et vous voyez, en fait, tout dépend de comment on le voit, mais il n'y a aucun point de vue qui est meilleur qu'un autre, c'est juste que tous ces points de vue, en fait, sont complémentaires. Et le risque avec la complexité, c'est de perdre cette vision d'ensemble, et de s'en tenir à un seul point de vue et de trouver tous les autres mais complètement débiles. Mais non, tu comprends rien, c'est pas du tout ce que je vis, je t'explique, et en fait on reste buté sur son point de vue.
Et ça, c'est le risque. Alors après, on a aussi un autre risque, c'est d'être également dans ce stress, dans ce mode survie dont je parlais, parce qu'on n'est pas capable de gérer l'incertitude. Et l'incertitude, c'est quoi? C'est en fait de voir que non seulement c'est complexe parce qu'il y a tellement de niveaux différents, de points de vue possibles, mais que même dans chaque point de vue, dans chaque niveau, dans chaque angle de vue, avec chaque point de vue, quel que soit le sujet, on peut encore être en désaccord. On le voit bien avec cette crise, on voit des gens qui parlent, si on parle du sujet des masques ou du sujet de la chloroquine par exemple, au début c'est non, on n'a pas besoin de ça, puis après on a besoin des masques, puis après la chloroquine c'est bien, puis c'est pas bien, puis en fait il y a des gens qui changent d'avis, il y a des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Non, il ne faut pas se confiner, et puis après, oui, il faut se confiner. Donc on voit bien dans l'évolution de ce qui s'est passé dans cette crise, et ça a été filmé, donc c'est bien, on peut voir des gens qui disent exactement le contraire quelques mois plus tôt, 1 ou 2 mois d'intervalle, vous avez le ministre de la Santé, Mme Buzyn ou d'autres, en France, ministre de la Santé actuel aussi, ils disent des choses complètement différentes de ce qu'ils disaient il y a 1 mois ou 2 mois. Et donc on voit que tout ça peut créer une forme d'incertitude. Mais l'incertitude peut surtout être créée parce que les experts ne sont pas d'accord entre eux. Vous avez des experts qui s'affrontent, des épidémiologistes qui ne sont pas d'accord sur ce virus. Et c'est ça la complexité, c'est qu'on n'a pas encore tout compris et les gens ne sont pas d'accord entre eux. Et ça, c'est encore au niveau officiel, parce que vous avez les discours officiels dans les médias traditionnels, mais si vous observez sur Internet d'autres médias alternatifs, il y a encore d'autres sources d'informations qui ne passent pas dans les médias traditionnels, qui donnent encore un autre angle de vue avec d'autres informations. Par exemple, je vois beaucoup actuellement des médecins qui prennent quand même des risques, c'est des médecins avec l'ordre des médecins, et ils prennent le risque, ils disent mais pour les patients, je me dois de donner cette information, je suis scandalisé que je ne peux pas prescrire de la chloroquine, que je suis obligé d'être un flic, on me donne de l'argent si je fais ça, ça et ça, je ne veux pas ça. Donc il y a plusieurs médecins qui témoignent de ce qui se passe et qui sont scandalisés. Et ça passe pas trop dans les médias. Il y a aussi des épidémiologistes, des anthropologues médicaux, des chefs de service, des statisticiens qui ont aussi une autre vision de cette pandémie, du confinement, ce genre de choses, mais qui ne passent pas dans les médias. Et puis encore, en plus, les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ils ont un rôle important à jouer. On voit bien historiquement que les lanceurs d'alerte, ils sont très utiles. On voit ce qu'a fait Assange, les informations qu'il nous a données sur les crimes contre les États, les crimes de guerre contre les États, les programmes de surveillance de masse avec manipulation sont très très graves, et heureusement qu'il était là. Et puis maintenant, regardez, il est en prison et on voit bien que les gouvernements s'en occupent pas beaucoup. Donc il y a quelque chose d'intéressant avec les lanceurs d'alerte, c'est qu'ils apportent des informations qu'on ne trouverait pas dans les médias classiques. Snowden, Chelsea Manning, c'est des personnes qui ont énormément apporté. Dans les lanceurs d'alerte, vous avez aussi Erwin Brockovich, il y a ce film avec Julia Roberts qui montre à quel point on doit se battre avec cette société qui avait intoxiqué l'eau potable. Il y a eu plein de cancers, c'était en Californie. Elle a dû se battre, elle a failli, je crois, même mourir, je ne me souviens plus trop du film, mais les lanceurs d'alerte prennent beaucoup de risques pour donner des informations. Antoine Deltour au Luxembourg, avec ce qui s'est passé avec le gouvernement luxembourgeois, il risque même maintenant la prison. Enfin, il y en a plein des lanceurs d'alerte, il y a plusieurs exemples. Et il y a des lanceurs d'alerte qui sont réunis la semaine passée, enfin cette semaine, ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo, 4 lanceurs d'alerte qui sont réunis sous l'égide de l'organisation de Thierry Casanovas, de la chaîne Régénère. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est la première fois en fait que ça se faisait à une telle ampleur. Il y a eu 30 000 personnes qui ont regardé en direct leur émission, on pourrait dire. C'est un nouveau média, on pourrait dire, alternatif. Et j'étais parmi les 30 000 et je trouvais ça intéressant. Alors avec tous ces points de vue différents, je trouve que le risque, c'est encore une fois de ne pas prendre de la hauteur. C'est d'abord de ne pas écouter tout, de s'en cantonner à une seule source d'information. Le b.a.-ba de l'esprit critique, c'est de croiser ces informations. Mais en plus de ça, toujours avoir à l'idée que, je trouve c'est important, qu'ils peuvent se tromper. Parce que les lanceurs d'alerte peuvent se tromper. Et il existe même des lanceurs d'alerte qui se sont trompés, il y a même des faux lanceurs d'alerte d'ailleurs, qui sèment encore plus la confusion. Comme le gouvernement peut se tromper, et il l'a bien montré, avec la gestion des masques, la gestion des hôpitaux, etc. Alors, vous savez, c'est ça le problème, c'est que
L'incertitude, c'est quand on est sûr le problème, c'est quand on est sûr de quelque chose et on s'en tient à une seule version. Alors qu'en fait, on voit que les experts ne sont pas d'accord entre eux. Si on prend des sujets comme par exemple, le virus, l'origine, déjà ils ne sont pas d'accord entre eux, les experts. Il y en a qui disent c'est une origine naturelle, d'autres qui disent non, il était déjà là depuis le novembre en France, et puis d'autres qui disent il est échappé d'un laboratoire, avec l'explication du docteur du prix Nobel Montagnier. Et le problème avec ça, c'est que vous allez avoir du mépris de certaines personnes qui vont dire mais il dit n'importe quoi, c'est n'importe quoi, il est sénile, en parlant de docteur Montagnier. Vous avez les lanceurs d'alerte qui ont du mépris parfois aussi pour les médias dominants et les hommes politiques qui ont ce discours classique, officiel. Et donc en fait, entre ces extrêmes, vous avez plein de gens qui donnent leur avis. Et moi je trouve ça super en fait, parce que la complexité est intéressante et stimulante intellectuellement. Mais le risque là-dedans, et je le vois beaucoup, c'est pour ça que je voudrais faire passer ce message, c'est qu'on oublie toujours qu'il y a la complexité. Alors on suit une personne, par exemple on va être fan du Dr Raoult, et puis on n'écoute plus que lui, on n'écoute plus les autres. Mais le Dr Raoult, il intervient à un point de vue particulier, dans un angle de vue particulier, sur un sujet particulier, c'est plutôt la maladie, c'est pas forcément la santé. Il ne parle pas des méthodes naturelles, par exemple, avec lesquelles on peut se guérir aussi. Il ne parle pas à d'autres niveaux de lecture. Donc, vous voyez, on va perdre si on ne suit qu'une seule personne, ou on va suivre que les lanceurs d'alerte. Et là, on peut être très stressé. Et le problème, c'est qu'on peut faire des conclusions hâtives. Les lanceurs d'alerte peuvent même faire eux-mêmes des conclusions hâtives, ne pas aller assez loin. Je trouve que dans ce que disent les lanceurs d'alerte, même si parfois ceux que j'ai écoutés, je les aime bien, je trouve que c'est très pertinent ce qu'ils disent, ils ont des bons arguments, mais ces arguments peuvent être contrés. Et malheureusement, on ne le voit pas dans les médias classiques. C'est bien dommage, ce serait vraiment intéressant que les lanceurs d'alerte, d'ailleurs il y en a beaucoup d'entre eux qui disent mais moi je demande que ça, qu'on me confronte, ce serait intéressant pour tout le monde, mais malheureusement il n'y a pas. Donc vous voyez, la difficulté c'est de décoder toutes ces informations, de croiser ces sources d'informations, et en plus de ne pas tomber dans les conclusions hâtives. Si on prend l'exemple des théories, ce qu'on appelle les théories du complot, ça me fait toujours rire quand on voit ça avec un certain mépris, c'est des conspirationnistes, parce qu'en fait quand on étudie l'histoire humaine et comment les guerres commencent, on voit que ce n'est que des complots et des conspirations. Assange, qu'est-ce qu'il a montré? C'est des complots, c'est des trucs cachés en fait, et on voit ça tout le temps en fait. Quand on regarde les guerres, comment elles ont commencé, c'est toujours des manipulations. Donc il y a énormément effectivement de complots. Alors l'idée c'est de ne pas en voir partout tout le temps, mais il y en a quand même vraiment beaucoup. Et donc ils amènent l'idée qu'il y a toute une volonté de créer la maladie pour ensuite vacciner les personnes après de force à un moment donné, et avec un vaccin qui contient une puce, et puis arriver finalement à une sorte de gouvernement totalitaire. Et derrière ça, il y a des sociétés secrètes, et puis il y a des gens qui vont très loin dans les d'alerte, qui vont dire qu'il y a des sociétés vraiment très machiavéliques, sataniques. Et puis il y a Bill Gates. Si je prends juste l'exemple de Bill Gates, les arguments qu'il donne pour dire que Bill Gates serait un être machiavélique, pour moi ne me convainc pas personnellement. Je trouve que ce sont des conclusions hâtives. C'est pas parce que il y a des procès contre lui ou des gens qui ont porté plainte, parce que quand il a fait ses campagnes de vaccination en Inde, en Afrique, il y a eu beaucoup de morts. D'abord, il faudrait vérifier ça, mais j'ai tendance à les croire, donc je dis effectivement, ça doit être vrai, il y a eu beaucoup de morts, mais c'est pas pour ça que c'est fait exprès, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce que Bill Gates a des milliards et finance l'OMS, et c'est pas pour ça qu'il est machiavélique. Peut-être qu'il est comme un ingénieur. Je me souviens quand j'ai travaillé chez IBM par exemple, je vois des ingénieurs avec qui je travaillais, une formation sur l'intelligence émotionnelle. Ils peuvent être très intelligents dans un domaine, mais dès qu'il faut gérer la complexité, par exemple quelqu'un qui est dans les émotions, il faut voir comment est-ce qu'il s'exprime, comprendre, lire l'émotion, lire le non-verbal. Alors là, ces ingénieurs, c'est une caricature que je donne, mais c'est ce que j'ai vu aussi, ils sont un peu perdus. Donc on peut être très bon dans un domaine, et Bill Gates peut être très bon dans un domaine en tant qu'ingénieur. D'ailleurs, je vous invite à voir la série, je crois que c'est sur Netflix, je ne sais plus, dans le cerveau de Bill Gates, pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Mais il peut être très bon dans un domaine, mais complètement bête et débile dans un autre domaine, parce qu'il n'a pas la vision d'ensemble. Croire que les vaccins va sauver l'immunité, peut-être c'est une grosse connerie. Et peut-être qu'il est en train de se fourvoyer là-dedans. Mais de là à dire qu'il est machiavélique et qu'il veut pucer tout le monde pour contrôler tout le monde et réduire et tuer des gens, c'est quand même une conclusion qui me semble personnellement hâtive. On n'est pas dans son cerveau justement.
On n'a pas été discuté avec lui. C'est pas parce que il dit qu'il y a trop de monde sur Terre qu'il veut tuer des gens. Lui d'ailleurs, il dit que ce qu'il veut, c'est réduire la natalité, que les gens fassent moins d'enfants. Et puis ça peut se comprendre cet argument, parce qu'on est beaucoup trop sur Terre et beaucoup de nos problèmes viennent parce qu'on est trop sur Terre. En tout cas, j'ai pas trop creusé le sujet, mais quand j'entends les arguments qu'ils donnent, ça ne me convainc pas. Et pourtant, je trouve qu'ils ont aussi des arguments très intéressants sur ce qui est en train de venir, la façon dont la pandémie est gérée par les critiques qui sont faites sur le gouvernement, sous les gouvernements, c'est très intéressant. Et puis si on prend aussi l'exemple des confinements, on voit bien, j'ai mis plusieurs informations sur ma page Facebook, des spécialistes, des directeurs de recherche officiels, des anthropologues qui expliquent mais le confinement n'est pas si efficace que ça, alors qu'il y a des gens qui disent mais c'est super efficace, c'est la version officielle. Et donc vous voyez que les gens ne sont pas d'accord entre eux. Alors, le risque avec ça, je me répète peut-être, mais c'est de dire à un moment donné, j'abandonne, j'abdique, je réfléchis plus à tout ça, celui-là me paraît bien, je vais l'écouter, je ne crois plus que lui, j'écoute plus les autres. Et donc on a des guerres comme ça de clans entre voilà, les gens qui pensent qu'il y a un complot mondial, les gens qui sont plutôt pour la version officielle, les gens qui pensent comme ça. Alors il y en a qui sont pro un tel, hein, pro Soral, pro Dr Raoult, pro Michel Collomb, enfin, je donne des noms comme ça, Michel Onfray par exemple. Et en fait, c'est perdre la vision d'ensemble. Et c'est bien dommage. Et donc, quelque part, c'est rentrer dans une sorte de, entre guillemets, sectarisme, parce qu'on se coupe en fait de toutes les autres informations. On rentre dans un seul... c'est très confortable, hein. On suit une personne, on suit ce qu'il dit, et puis pour le reste, on est devant sa télé, on regarde ses films sur Netflix, et puis on réfléchit plus trop. Alors je trouve que c'est justement stimulant intellectuellement, cette incertitude. Et c'est là où je veux en venir, les chemins pour gérer ce défi de l'esprit, gérer l'incertitude et gérer la complexité, et ne pas rester dans ce mode survie, c'est justement de l'accepter, l'incertitude. Accepter l'incertitude, ça veut dire s'en réjouir. Le monde est incertain, le monde évolue en permanence. La théorie de Newton était vraie à un moment donné, puis après il y a la théorie de la relativité d'Einstein, qui ne disait pas que l'autre était faux, c'est juste une évolution. Et tout évolue, et sur ce virus, on en prendra encore peut-être de nouvelles choses qui vont remettre en question ce qu'on connaissait, et donc rien n'est sûr. Et c'est bien comme ça. D'ailleurs, la science, c'est constamment remettre en question, ne jamais être sûr. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai peur des gens qui sont sûrs d'eux. Tout le temps sûrs, ils sont dans une certitude absolue. Et alors, ils sont dans le mépris des autres. Et puis en plus, il y a ces gens qui ont ce mépris incroyable en disant « mais oui, mais lui, il parle, il n'est même pas épidémiologiste, il n'a même pas de diplôme, pourquoi est-ce qu'il parle, ce lanceur d'alerte-là ou cette personne ?» Eh bien, moi, je trouve ça tellement méprisant. Et je trouve la solution, justement, pour quitter cette façon d'être, c'est d'abord, d'une part, d'accepter l'incertitude. D'autre part, c'est d'avoir des certitudes non pas sur les connaissances, puisqu'elles évoluent en permanence, et les gens peuvent se tromper, les gens ne sont pas parfaits, mais des certitudes sur certains principes. Et j'en vois trois essentiellement, et puis je termine avec ça. Le premier principe, c'est effectivement le principe que tout évolue en permanence, donc là je viens d'en parler, donc ça nous amène à plus d'humilité, à comprendre que, en fait, on peut se remettre en question en permanence, que même le professeur Raoult ou d'autres qu'on peut adorer, ils peuvent se tromper, et puis ils ne sont pas parfaits dans d'autres domaines. Il est peut-être très intelligent dans son domaine-là, mais peut-être sur le reste, au niveau, je sais pas, au niveau de la santé naturelle ou je sais pas, au niveau économique ou à d'autres niveaux. D'ailleurs, il le dit lui-même, avec beaucoup d'humilité. C'est ça que j'ai aimé aussi chez lui, c'est qu'il dit, mais moi je ne peux pas prédire des choses, ou ça, c'est pas mon domaine. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est j'accepte que les choses sont incertaines, j'accepte que les choses peuvent évoluer, que les gens peuvent changer d'avis. Premier point. Deuxième point, donc je suis humble en fait, et je peux me tromper moi-même surtout, c'est ça. Hein. Et deuxième point, c'est être inclusif, c'est avoir une attitude inclusive. Et ça, c'est vraiment, là j'arrive vraiment au cœur de ce que je veux faire passer dans mon message, qui me tient vraiment à cœur, c'est que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, des batailles en fait, des batailles, il y a des gens qui suivent tel expert, des gens qui suivent tel expert, ou tel lanceur d'alerte, ou tel le discours dominant, et les gens s'affrontent, et c'est tellement dommage, parce qu'en fait on veut tous la même chose, on veut tous être heureux, mais alors on est tellement dans le stress chacun, parce qu'on n'a pas cette vision d'ensemble, ou alors on est fanatiquement pour quelqu'un, et on se croit meilleur que les autres, parce qu'on oublie ce principe que les choses peuvent évoluer, et on se tape dessus, et on se méprise, et on devient agressif, et on est exclusif. Et moi je trouve que être inclusif, c'est ça qui va permettre que l'humanité aille mieux,
C'est ça qui va permettre de gérer ce qu'on appelle cet après-confinement. C'est un peu l'idée de Michel Onfray qui a lancé cette revue qui va commencer, là ça s'appelle l'Union Populaire, je pense, et lui qui était lui-même d'ailleurs, je trouve, fort méprisant. Vous voyez, par exemple, lui, je l'ai beaucoup suivi, je le suis toujours, mais je ne suis pas d'accord sur tout. C'est important de toujours voir quelqu'un n'est pas parfait, quelqu'un peut se tromper, quelqu'un peut ne pas être bon dans tous les domaines. Lui, je trouvais qu'il était souvent assez méprisant envers ses adversaires, ceux qui ne pensent pas comme lui. Et là, je trouve qu'il en vient, en tout cas c'est ce qu'il dit, à dire mais une union non violente où on inclut tout le monde. Et c'est un peu ce qu'ont essayé de faire les Gilets jaunes aussi. Et je trouve ça magnifique et c'est un peu la voie. C'est arrêter d'exclure les gens, arrêter d'exclure tous ces gens. Oui, mais lui c'est un conspirationniste, oui, mais lui c'est quelqu'un d'extrême gauche, d'extrême droite. Je ne parle pas à ces gens-là. Ben non, justement, c'est intéressant de parler avec eux. Ils ont des intentions positives. Ils veulent aussi que les choses aillent mieux. Ils ont peut-être des méthodes ou des idées qui ne sont pas les vôtres, mais alors discutons-en. C'est le débat qui est intéressant, c'est l'échange d'idées. Et alors c'est pour ça que je trouve que là, il est super important d'avoir une grande courtoisie envers les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et aller à leur rencontre et être très courtois, très poli. Et ça peut paraître drôle de dire ça ici, mais je trouve que c'est une clé fondamentale, c'est d'être courtois, d'être dans une extrême politesse envers les personnes qui ont des angles de vue et des avis complètement différents. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir dialoguer de manière constructive et finalement arriver à un monde meilleur, parce qu'on se rend compte tous qu'il faudrait une sorte de révolution. Parce qu'on voit bien que les gouvernements actuels, je vois ce qui se passe avec Assange, ils ne bougent pas beaucoup le doigt pour l'aider, alors qu'il a amené tellement d'informations qui sont importantes pour le bien-être de l'humanité. Et ça, ce n'est qu'un exemple. On voit ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, comme ils se sont fait tabasser, il y a des gens qui ont perdu des yeux, des mains. Et si vous croyez que c'était tous des casseurs, ben vraiment c'est que vous suivez le discours du maintenant et que vous n'avez pas croisé vos sources d'information. La plupart des gens qui ont un œil en moins et qui ont une main en moins, c'est des gens qui étaient non violents et qui voulaient juste vivre de manière plus digne. Et regardez ce qui s'est passé, il n'y a jamais eu d'excuses, il n'y a jamais eu de réparation. Alors on voit que les gouvernements, en général, entre guillemets, n'ont pas trop intérêt à changer les choses. On voit aussi que les médias sont aux mains de quelques milliardaires, et ils ont un certain intérêt économique à aller dans une direction et pas trop donner la parole à certaines personnes pour pas trop remettre en question le système. Donc en fait, il y a un système à changer, on le voit tous, mais ça ne changera pas avec un seul camp. On voit qu'il y a plein de camps différents. Il y a ceux qui sont pro-Soral, ceux qui sont pro, je sais pas, je dis n'importe quoi, Dr Raoult, pro Jean-Jacques Crèvecoeur, pro Michel Onfray, pro Michel Collomb, pro j'en sais rien, il y a plein de gens, hein. Il y a plein de camps différents et ils se tapent tous dessus presque. Mais c'est bien dommage. Alors qu'au contraire, si on avait une extrême courtoisie, une politesse et on pouvait dialoguer, et il y en a qui ne demandent pas mieux d'ailleurs, dans ces camps-là, il y en a qui ne demandent pas mieux, et se remettre en question et comprendre qu'on peut se tromper, là on pourrait vraiment changer un système. Parce que si on est tout seul dans un camp, on sera jamais aussi fort que le système. Le système actuel, les médias sont dominants et on voit à quel point les médias peuvent créer la peur. On le voit, moi je le vois tous les jours dans ma pratique de thérapeute. Les médias génèrent une énorme peur qui génère des troubles émotionnels, des troubles du sommeil. Et donc moi je vois surtout en thérapie des gens qui vont très mal à cause de ça. Donc on voit l'impact des médias, qui fait qu'on est prêt à accepter n'importe quelle solution pour aller mieux, et donc on est dans le prêt à penser. Il n'y a plus d'esprit critique, il y a de l'agressivité si on n'est pas d'accord avec vous, il y a une pensée binaire, une pensée tunnel. Quand on est stressé, en fait, on ne sait plus réfléchir intelligemment. Quand on est stressé, et je comprends les gens qui disent on fait tout pour stresser les populations. Bon, en tout cas, si ce n'est pas fait exprès, c'est très incompétent. Les populations sont stressées. Quand une population est stressée, elle est prête à faire la guerre, comme je disais, elle est prête à faire des querelles inutiles, de s'auto-censurer elle-même. C'est la soumission volontaire, hein. Ça a été beaucoup développé par Noam Chomsky aussi, qui critique beaucoup. Il y a plusieurs anthropologues et sociologues qui ont expliqué ce qu'on appelle la servitude volontaire, où on accepte des choses, on se prive de liberté au nom d'une sécurité, parce qu'on est tellement stressé. Et je termine avec le dernier point, c'est qu'en fait, ce qui va aussi nous aider à gérer ce monde qui est de plus en plus complexe et incertain, c'est d'avoir confiance. C'est de quitter ce mode survie, le monde de la peur, pour passer dans le monde de la joie. Le monde de la joie où ça me stimule, je suis joyeux parce que cette incertitude, avec toute l'humilité qu'on peut avoir, ça me stimule, c'est intéressant. Et puis je me connecte avec plein de gens qui ont des avis différents, qui ont des angles de vue différents. Et donc je ne suis plus dans ce stress, mais je suis donc dans une confiance
une confiance dans la connaissance que j'ai par exemple de mon système immunitaire. Je n'étudie pas que la maladie, mais j'étudie également la santé. Et donc j'ai confiance dans mon système immunitaire, j'ai confiance dans la vitalité. Et cette joie amène également une confiance dans l'humanité. Parce que quand on prend vraiment beaucoup de recul, on regarde les différents camps, les différents mondes qui existent, et on voit par exemple des grains de sable et des gens qui ont des idées magnifiques, des idées créatives qui changent complètement la donne. Par exemple, si on est dans cette optique, je termine avec ça vraiment, on est dans cette optique qu'il y a toute une volonté d'asservir les peuples et de créer un gouvernement totalitaire et de les faire vacciner pour qu'ils soient encore plus nanopucés et contrôlés à merci. Eh bien, si on est dans cette optique-là, je ne dis pas que c'est faux, je ne sais pas. Justement, c'est ça l'incertitude. C'est possible, mais c'est aussi possible, c'est pas aussi organisé que ça. Bien, imaginons que c'est comme ça. Eh bien, vous voyez par exemple le docteur Raoult, c'est un grain de sable dans cette machine diabolique qui est là pour asservir les gens. Lui, il arrive avec la chloroquine et il est suivi par une grande partie de la population. Il a sa propre chaîne vidéo et ça vient complètement perturber le plan de ceux qui voulaient ce contrôle. Ça les fait enrager certainement, si c'est vrai cette théorie. De toute façon, je pense qu'il fait enrager pas mal de monde déjà, même comme ça, le docteur Raoult. Donc vous voyez, des grains de sable, il y en aura toujours. Et ça donne une certaine confiance. Confiance aussi dans l'intelligence humaine. Par exemple, si on prend l'exemple de la pollution des océans, on peut être déprimé quand on voit la pollution des océans et puis on se dit oh, c'est horrible, et puis on est tout le temps focusé sur la pollution des océans qui augmente avec le temps. Mais si on prend du recul, on peut voir qu'il y a des gens qui font des trucs incroyables. Il y a un jeune étudiant, je crois qu'il est étudiant en Hollande, qui a trouvé une solution technique pour nettoyer les océans avec le plastique. Alors là, c'est extraordinaire, cette solution existe, mais encore, elle ne passe pas dans tous les médias, mais elle existe. On n'en parle pas assez, mais elle existe. Il y a aussi un milliardaire, je crois qu'il est norvégien, je ne sais plus, il met toute sa fortune, il est en train de créer un bateau pour nettoyer tous les océans de la planète. Alors vous voyez, quand on entend ces nouvelles, c'est réjouissant. Et en fait, c'est ça, parce qu'on a confiance que l'être humain, il y a dans l'intelligence humaine une abondance de créativité. Et donc, des problèmes qui paraissent insolubles, on pourra trouver des solutions. Mais pour ça, ça demande justement de se connecter, de dialoguer et d'avoir cette confiance. Cette confiance amène une ouverture. Donc, en fait, un état où on n'est pas dans le stress, un état où on vibre le bien-être. Et quand on est bien, on fait du bien autour de soi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère cette vidéo, je suis désolé si j'étais un peu long, ça me tient vraiment à cœur. J'espère cette vidéo sur la notion de gérer l'incertitude, gérer la complexité vous a inspiré et vous permettra peut-être de voir les choses autrement. Et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.